Il y a une chose que j'ai dite dans la FAQ pour les 50 000 abonnés qui, je pense, doit être répétée dans un épisode pour que ça devienne vraiment officiel. C'est qu'il y a 5 films qui seront les 5 pierres angulaires de monstres de films. Mes Big Five. Jurassic Park, Les Dents de la Mer, The Thing, Alien le Retour et Predator. Le truc, c'est que, étant donné que ce sont des films que j'adore, je vais pas les tester tout de suite, parce que je veux faire ça bien. Par contre, en attendant, on peut parler soit de leurs rejetons, soit de leurs ancêtres. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un film qui est à la fois le rejeton et l'ancêtre d'un de mes Big Five. The Thing de Matthijs van Eigeningen. Matthijs van Eigeningen. Je vous mets le nom du mec là et vous vous démerdez pour la prononciation. Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Raid Shadow Legends. Ce mois-ci, Raid Shadow Legends fête ses 3 ans. Et c'est pas vous qui leur offrez des cadeaux, mais eux. C'est pas beau ça? Et comme c'est les 3 ans Raid Shadow Legends, je vais vous donner 3 bonnes raisons d'y jouer. D'abord parce qu'il est superbe graphiquement et surpasse tous les jeux auxquels j'ai pu jouer. Et j'ai pas un téléphone de ouf. Ensuite parce que le gameplay est complet et simple, et que la difficulté est bien gérée. Et pour finir, parce que les champions sont stylés et diversifiés. Et puis, il y a les hommes lézards. Franchement, rien que pour ça, je signe. Et pour les 3 ans du jeu, il va y avoir des cadeaux gratuits pour tout le monde. Beaucoup de nouveaux contenus, des événements spéciaux, de nouveaux champions, de nouveaux ensembles d'artefacts, et vous aurez même accès à un récap personnalisé du parcours de chaque joueur et de leur réussite personnelle. Il y aura un mois entier d'événements, de tournois spéciaux et un tas de récompenses inédites. Des champions trop balèzes, des tonnes d'éclats de champions et des tas d'autres cadeaux. Et bien sûr, tout ça c'est gratuit. Et si jamais vous ne jouez pas à Raid Shadow Legends, cliquez sur le lien qui est dans la description ou scannez le QR code qui est juste là pour recevoir un paquet spécial d'une valeur de 40$ dans lequel il y a 3 champions. Miséricorde, Tiger Soul et Romero. 10 infusions de magie, 10 infusions de force et 10 infusions d'esprit. Et d'aller dans votre boîte de réception pour en profiter. Par contre, l'offre n'est valable que 30 jours et pour les nouveaux joueurs uniquement. Pour le récupérer, il vous suffira d'aller dans le jeu, de rentrer le code promo 3 Years Raid et que vous soyez nouveau ou déjà actif, vous recevrez en plus un cadeau d'une valeur de 25$. Et vu que ça fait un paquet de paquets à récupérer, faut pas traîner. Alors foncez sur le lien ou sur le QR code et lancez-vous dans l'aventure de Raid Shadow Legends. The Thing est un film de science-fiction et d'horreur canado-américain sorti le 12 octobre 2011 et qui est un préquel du film de John Carpenter sorti en 1982. Et pour ceux qui ne savent pas, un préquel est un film qui raconte une histoire qui se passe avant un autre film. Et pour l'histoire qui s'est passée après, on appelle ça une suite ou une séquelle. Et avant que les esprits forts me mettent en commentaire « Ouais, c'est bon, on n'est pas bête, on sait que dire un préquel », bah, je vous dirais qu'il y a des gens qui passent sur cette chaîne et qui ne connaissent pas tous les termes qu'on emploie dans le cinéma. Comme ma maman, par exemple. Parce que ma maman regarde mes vidéos. Coucou maman. Le film a été réalisé par le néerlandais Matthijs van Eigeningen, je suis vraiment désolé pour la prononciation, qui ne compte que 4 films à son actif, dont le plus connu est The Thing. L'histoire se passe en Antarctique pendant l'hiver 1982. Perdu au milieu du plus grand bol d'œufs monté en neige du monde, 3 Norvégiens, le joueur du grenier Régis Laspalès et Luc Besson, font une balade en snowcat à la recherche de la source d'un mystérieux signal. Arrivé à l'endroit où il est le plus fort, la glace s'effondre sous leurs chenilles et révèle une caverne, un vaisseau spatial et le titre du film. Peu de temps après, Kate Lloyd, une paléontologue, est embauchée par le professeur Sanders, qui est le patron de son ami Adam, et pas un mec qui vend du poulet frit dans des seaux, pour se rendre en Antarctique et étudier le vaisseau. Elle accepte, et la voilà embarquée dans un énorme hélicoptère piloté par 3 Américains, Carter, Derek et Griggs. Bon, Griggs il pionce, mais des fois il fait des trucs. Sam tente une approche en demandant si elle connaît les résultats d'un match de basket, mais Kate ne suit pas les infos. Donc il a au moins établi un dialogue, mais pour l'instant c'est pas concluant. Arrivés sur place, ils sont immédiatement menés vers le lieu de la découverte et constatent que le vaisseau est immense et que son occupant a gelé à quelques centaines de mètres de là. C'est incroyable que cette créature soit restée aussi longtemps dans la glace. Ouais, mais le plus incroyable c'est qu'on en a trouvé une autre. Une autre? Ouais. On l'a trouvé à côté de ça. Alors, bon, c'est pas grand comme vaisseau spatial, mais ça vole. Bon, par contre, ça va pas loin. Hein. Kate retourne au camp pour faire connaissance avec le reste de l'équipe. Il y a Edvard, le chef de la station, Jonas, Juliette, Lars, Peder, Mathias, Olav, Karl, Henrik et Colin, l'opérateur radio. Ce qui nous fait donc un total de 16 personnes. La partie d'échecs peut commencer. L'équipe établit un plan pour sortir la chose de la glace, et le lendemain, ils ramènent le glaçon dans le camp et l'entreposent dans une remise. Tout le monde s'affaire autour du bloc de glace et commence à l'étudier. Mais Sanders jette un froid, si on peut dire, parce qu'il donne l'ordre de prendre un échantillon.
Kate n'est pas chaude, si on peut dire, et conteste. Ce qui n'est pas vraiment du goût de Sanders, qui la rappelle à l'ordre. Ne me contredisez plus devant toute l'équipe. Je pensais que... Vous n'êtes pas là pour penser. Vous êtes là pour sortir cette chose intacte de la glace. Donc l'échantillon est pris. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est le mec qui est derrière qui fait le bruit de la perceuse. En fait, la prod m'a demandé de faire le bruitage parce qu'au niveau du budget, on est un peu ric-rac. Du coup... Parce qu'en fait, ADD est pas dispo, il est sur un autre tournage. Le soir venu, Sanders leur dit qu'il n'a jamais vu quelque chose de comparable à ce qu'ils ont découvert et que c'est génial. C'est la découverte du siècle, patin coup fin, bref, c'est trop bien, ils font la fête. Griggs va chercher une belle bouteille dans l'hélico parce que l'alcool que boivent les Norvégiens c'est de la pisse, et la chose sort de son bloc de glace. Attends, quoi? Alors effectivement, intrigué par le bloc de glace, Derek est allé le voir de plus près, et après un coup de flip de Las Palais, il s'est pris un deuxième coup de flip de la chose qui est toujours vivante et se promène maintenant dans la station. L'équipe part alors à sa recherche anti-groupe et constate qu'elle n'a pas perdu son temps, parce qu'elle a tué le chien de Lars et elle est allée se cacher sous un bâtiment. Henrik et Olaf la trouvent, mais Henrik se fait attraper et gober par le ventre de la créature. Oui, gober par le ventre. Alors, si vous découvrez que vous n'êtes pas familiarisé avec l'univers de la chose, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Hein. Le reste de l'équipe rejoint Olaf, qui est en panique et préférerait sûrement être en été. Et comme les balles semblent inefficaces contre la chose, il la brûle avant qu'elle ait le temps de s'enfuir. Ah bah oui, la brûlée à découverte, hein, mais bon, elle est en train de bouffer quelqu'un quand même. Hein. Après cet incident, l'ambiance est un petit peu morose dans le groupe, mais Sanders ne perd pas de vue son objectif. Mais sans vouloir vous choquer, on va devoir examiner les restes avant qu'ils ne se désagrègent. Il force la main d'Edvard qui ordonne à Jonas et Peder d'aller chercher les restes calcinés de la chose pour faire une autopsie qu'ils vont pratiquer avec des gants, mais sans masque. Tu me diras, dans le film de Carpenter, personne n'avait de masque non plus. Et ils font une découverte pour le moins surprenante. Henrik est enveloppé dans un sac amniotique et ses tissus semblent tout neufs. Et le plus intriguant, c'est qu'une plaque qu'il avait dans le bras à cause d'une fracture qui s'était faite quelques années plus tôt n'est plus dans son bras. Elle en a été retirée. Et d'analyse en analyse, la chose s'avère être pleine de surprises. Kate se rend compte que malgré le gel et les brûlures, ses cellules vivent toujours et imitent les cellules d'Henrik. Du coup, ça la rassure pas vraiment, et ça laisse Adam perplexe. Comme Olaf n'est pas en forme, Carter, Derek et Griggs sont missionnés pour l'emmener dans un camp militaire où il pourra être pris en charge. Ça n'arrange pas vraiment Sanders parce que s'il raconte ce qui s'est passé, on va lui voler sa découverte, mais Carter s'en cogne. Il monte alors dans l'hélico et décolle tranquillement. Sauf que Kate trouve des plombages ensanglantés et une douche dans un sale état et comprend que quelqu'un dans le camp n'est pas ce qu'il prétend être. Elle fonce alors dehors et fait signe à Carter de redescendre. Sauf que Griggs n'est plus Griggs. Il s'ouvre en deux littéralement et attaque Olaf, provoquant la chute de l'hélicoptère. Au sol, c'est l'incompréhension. Personne ne comprend pourquoi l'hélico s'est crashé et impossible d'aller voir s'il y a des survivants, puisque le second hélicoptère est parti au ravitaillement et que la zone où ils sont tombés est inatteignable à pied. Et impossible d'appeler de l'aide par radio puisque les ondes sont brouillées par une tempête qui approche. Edvard insiste alors pour aller dans l'avant-poste voisin chercher de l'aide, mais Kate leur explique que la chose a déjà copié un être humain et qu'elle est encore parmi eux. Et j'ai constaté que les cellules de la chose étaient encore vivantes. Elles étaient vivantes et elles copiaient les cellules d'Henrik. Adam l'a vu aussi. J'en sais rien. Enfin, je veux dire, je sais pas ce que c'était. On a vu quelque chose. Et c'est là que le doute et la méfiance vont s'installer. Parce que si ça se trouve, Adam, il dit ça parce que c'est une chose. Sanders et Edvard ne la prennent pas au sérieux et réunissent une équipe pour aller à l'avant-poste le plus proche. Et c'est là que Juliette dit à Kate qu'elle pense avoir vu Colin faire un truc dans les douches. Hé, Kate, j'ai vu Colin faire des trucs pas très nets dans la douche. Comment ? Non, je l'ai vu nettoyer la douche.
Ah! Ah ouais, t'as raison, c'est bizarre. Un mec qui nettoie une douche, c'est pas normal. Colin étant de ceux qui vont prendre la route pour aller dans un autre avant-poste, Kate se dit que ce serait judicieux de les empêcher de partir. Juliette lui propose alors de voler les clés des Snowcats et l'amène dans la pièce où elles sont rangées. Mais surprise générale, poisson d'avril, elle est une chose. Kate lui échappe, mais Carl se fait méchamment empaler. Kate est rejointe par Adam, Jonas et Lars, qui utilisent son lance-flamme pour cramer la chose, qui a l'instinct de survie le plus poussé de toutes les créatures du monde, puisqu'elle court vers la cuisine pour s'éteindre avec le système à incendie de la plaque. Mais Lars lui refoue un bon coup de lance-flamme et vient à bout de l'abomination. Le soir venu, rassemblé autour des restes calcinés de Juliette et Carl, l'équipe convient de se mettre en quarantaine pour éviter que la chose n'aille contaminer d'autres camps. On fait un prélèvement de sang à tout le monde. Et après, on les analyse un par un. Oui. Je me charge de le faire avec Adam. Alors ça pour moi c'est vraiment un manque de jugement. Parce que au vu des derniers événements, il devrait avoir compris que la chose a besoin d'être seule avec quelqu'un pour l'attaquer. Puisque Juliette a emmené Kate dans une pièce toute seule, isolée, pour pouvoir l'attaquer. Donc vouloir faire les tests à deux, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais tout le monde s'en fout, puisque Kate et Lars vont tous les deux couper les câbles des Snowcats, histoire d'éviter que quelqu'un ou quelque chose s'enfuit avec. Et une fois fini, Lars fait signe à Kate de venir voir un truc. Alors déjà, vu la situation, j'irai pas, et surtout, vu la tête du mec, j'irai pas. Eh viens, je vais te montrer un truc. Bon, finalement, il n'y a pas de mal, il voulait juste lui montrer sa collection de grenades. Et en rentrant vers les baraquements, il constate que Derek et Carter sont toujours vivants. Un humain n'aurait jamais pu survivre à ce crash. On pourrait les brûler. Alors, cela dit, c'est pas complètement con comme idée, parce que vu comme ils se les gèlent, je pense que ça leur ferait du bien. Mais je suis assez d'accord avec Peder. Parce que bon, qu'ils survivent à la chose dans l'hélicoptère, à la rigueur, pourquoi pas. Mais qu'ils survivent au crash, dans le froid, et qu'ils retrouvent leur chemin dans la nuit, dans la tempête, c'est pas vraiment humain, hein. Pour plus de sécurité, il les enferme dans un cabanon en attendant de les tester pour voir s'ils sont humains ou non. Mais il n'y aura pas de test, parce que le labo est en flammes. Jonas et Peder maîtrisent l'incendie, et les soupçons se portent immédiatement sur Adam qui était seul dans le labo à ce moment-là. Puisque les tests sanguins ne sont plus possibles, Kate propose de vérifier qui a des plombages ou non. La chose n'étant pas capable d'imiter ce qui n'est pas organique, toute personne qui n'a pas de plombage est susceptible d'être la chose. C'est un humain. La chose ne sait pas cloner les matières non organiques. Regardez. La tête du mec, franchement, c'est à mourir de rire. Mais la scène, honnêtement, elle est surréaliste. Parce que à ce moment-là, il bite rien de ce qu'elle dit. Donc, quand elle lui montre ses chicots, je suis sûr qu'il doit se dire quelque chose comme ça. Pourquoi elle veut que j'ouvre la bouche? C'est une coutume chez eux? Putain, je comprends rien à ce qu'elle dit. Ah bah, elle me fait voir sa bouche maintenant. Ouais, si tu veux, ouais. Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Il faut que je montre si j'ai pas des implants capillaires. Mais ça marche pas si la personne a de la porcelaine au lieu de plombage, ou tout simplement des dents saines. Et voilà le groupe divisé en deux parties, les plombés et les pas plombés. Lars et Jonas vont chercher les Américains pour les tester, mais ils se sont échappés. En même temps, vous les laissez dans un cabanon avec des outils, il faut pas s'étonner. Ils capturent Lars sous les yeux de Jonas, qui revient en panique dans la salle commune et prévient les autres. Et rapidement, tout le monde va se focaliser sur une chose, le fait que Carter et Derek ont forcé l'entrée du baraquement principal et sont maintenant avec eux. Peder les menace de son lance-flamme, mais comme ils ont récupéré l'équipement de Lars, bah ça les effraie pas une seule seconde. Ouais, effectivement, ça les effraie pas une seule seconde. Alors par contre, tirer 3 fois comme un bœuf, c'est pas vraiment bien joué. Parce que le réservoir se vide et l'essence se rapproche dangereusement de la flamme. L'explosion a sonné Edward qui s'était rapproché du corps de Peder pour, je cite, voir comment il va. Bah, le mec a pris une balle en pleine tête, à ton avis, il va comment? Jonas et Colin le portent jusqu'à la salle commune où tout le monde est réuni par Carter et Derek. Et comme ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas montrée, la chose se manifeste. Et c'était Edward. Un de ses avant-bras se détache et devient une saleté de 1000 pattes qui s'attaque au bras de Jonas et lui roule ensuite un gros patin. Colin et Sander se tirent parce que la situation va dégénérer, le lance-flamme de Carter ne fonctionne pas comme par hasard, et le reste d'Edward commence à s'agiter de la tentacule. Adam tente une échappée mais se vautre et reste à terre avec un beau trou dans le bide. Pendant que Carter et Kate font de la maintenance, Derek se fait planter en plein cœur par le tentacule,
donc autant dire que c'est la fin pour lui, et la chose Edward se fait pousser de nouveaux membres pour se déplacer jusqu'à Adam et fusionner avec lui de la plus horrible des manières. Comme d'habitude, si vous voulez pas vous faire spoiler la fin du film, vous allez au temps de référence qui est là. Et j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et sur Instagram, parce que du coup, dès qu'il y a un problème avec un épisode, dès qu'on veut vous donner un petit peu de news sur l'actualité, on le fait directement sur ces pages-là. Donc pour vous tenir au courant, n'hésitez pas à aller dessus, à liker, etc. etc. Le lance-flamme refonctionne, mais la chose a foutu le camp. Mais pour parer à d'éventuels seconds cas, Kate brûle Derek, qui est de toute façon déjà mort, et surtout le pauvre Jonas qui doit souffrir le martyre. Pendant ce temps, Colin et Sanders se jouent à cache-cache. Alors, Colin est plutôt bon, mais Sanders est vraiment mauvais. Carter et Kate se mettent à la recherche de la chose pour la tuer et mettre un terme à ce cauchemar. En chemin, ils tombent sur le deuxième avant-bras vivant d'Edward, qui s'était fait la malle un peu plus tôt, et lui règlent son compte. Avec le feu, parce que même un coup de hache, ça suffit pas. Ils finissent par trouver la chose Edward Adam, ou plutôt c'est elle qui les trouve, et poursuit Carter jusque dans la cuisine. Alors, franchement, le couteau, je pense pas que ça te serve vraiment à quelque chose. Surtout que, en plus, sachant que une cellule de la chose peut infecter un corps entier, si tu mets des coups de couteau et que t'as du sang sur toi, tu vas être infecté. Non, moi, franchement, j'essaierai autre chose. Je sais pas, j'achèterais des conserves, des petits pois, des faillots. Eh, on sait pas, hein, c'est un extraterrestre. Hein. Ça se trouve, sa faiblesse, c'est les légumes. Heureusement, Kate intervient et le sauve de la chose qui défonce le mur pour s'éteindre dans la neige. Mais Kate s'acharne dessus et en vient à bout. C'est là que Sanders passe devant eux dans un snowcat et fonce vers le vaisseau spatial. Évidemment, à ce stade-là, vous vous doutez bien que Sanders n'est plus Sanders. Donc, ils prennent lance-flammes, essence et grenades et le suivent jusqu'au vaisseau. Alors qu'ils marchent sur le taxi de l'espace, l'engin se met en route et des dizaines de volets s'ouvrent, provoquant la chute de Kate à l'intérieur du vaisseau. Elle trouve la salle de contrôle et la chose Sanders. Elle lui échappe de justesse en se cachant dans un espèce de conduit d'aération, mais elle se fait très vite attraper en essayant de récupérer sa grenade. Heureusement pour elle, elle la chope de justesse et la balance dans la gueule de la chose qui tente vainement de l'attraper comme si elle était au fond de son gosier alors qu'elle vient juste de l'avaler. Arrive à ce moment-là Carter qui fait rien du tout, ensuite ça pète dans tous les sens, appuie la chose, le vaisseau s'éteint et nos deux survivants retournent à leur snowcat. Sauf que Carter n'a plus sa boucle d'oreille. Kate le voit, comprend ce que ça veut dire et fait ce qu'elle a à faire. Résultat, la voilà seule au milieu de nulle part. Mais c'est pas fini. Il manquait une pièce sur l'échiquier. Mathias, qui était parti faire le ravitaillement du deuxième hélicoptère. Au moment où il revient, il constate que le camp est en ruine, qu'une créature immonde a brûlé et que Lars est devenu dingue. Et en plus, il est armé. Il lui demande d'ouvrir la bouche et voit au même moment son chien, que la chose avait tué plus tôt dans le film, se casser à toute allure. Il prend alors son stock de grenades et tous deux poursuivent le chien qui n'en est plus un. Où va le chien? Est-ce qu'ils vont réussir à l'arrêter? Ça les enfants, c'est une autre histoire. Eh Doudou, j'en ai une bonne. Comment on appelle le film qui raconte ce qui s'est passé avant The Thing? Le préquel de The Thing. Ok. Maintenant, comment on appelle le préquel de The Thing qui permet de faire sa lessive? Je sais pas alors. Le pré-thing. Waouh, on en est là. Bon bah du coup je vais... Ouais, vas-y. Ce film me pose problème. Parce que je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est un remake déguisé du film de Carpenter, et en même temps je trouve que c'est pas tout à fait vrai. Tu te mouilles pas trop quand même, hein. Bah tu sais, je suis normand. En Normandie on dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Niveau objectivité, ça se pose là, hein. Bien sûr que certains trucs sont réchauffés du premier film. Le lance-flamme qui tombe en panne pendant une attaque, le mec brûlé contre une étagère parce qu'il est infecté, ou même les corps brûlés dans la neige. Et d'ailleurs, il y a une scène coupée où Carl, qui est devenu une chose, pousse un cri cauchemardesque et se fait brûler. Et bah il y a exactement la même scène avec Bennings dans le film de Carpenter. Mais pour d'autres choses, je trouve que c'est un peu facile. Je m'explique. Les deux films se passent à peu de choses près dans la même zone et dans les mêmes conditions. La chose est la même dans les deux films, elle engendre le même genre de crainte, de tension et de peur parmi les personnages, elle agit de la même manière et les gens qui y sont confrontés aussi. Et dans les deux camps, il y a des scientifiques.
Et les scientifiques, c'est fait pour réfléchir. Beaucoup de gens ont trouvé que le test des plombages était ridicule comparé au test sanguin du film de Carpenter. Bah franchement non, je vois pas pourquoi ce serait débile. On instaure le fait que la chose ne sait pas imiter ce qui n'est pas organique, ce qui d'ailleurs est logique. Je vois pas comment un être vivant pourrait imiter au niveau cellulaire du métal, du bois ou même du plastique. Et on le voit par 2 fois, avec la plaque dans le bras de Henrik et avec les plombages que trouve Kate. Mais en plus, aucune analyse de sang n'est possible, puisque la chose a détruit le labo. Donc, il faut trouver un autre moyen de tester les gens, et ça me paraît être le plus logique. Et puis, franchement, s'ils avaient fait un test sanguin comme le fait Macready dans le premier film, tout le monde aurait hurlé au copier-coller. Fallait bien trouver un moyen de se démarquer. Mais la comparaison est inévitable, et tout le problème part de là. Parce que les créateurs du préquel sont des fans absolus du film de 82. Et parfois, être fan, ça bride la créativité. On veut absolument refaire ce qu'on a aimé chez l'original, et à force de ne penser qu'à ça, on ne laisse pas beaucoup de place à de nouvelles idées. Et je crois que c'est la principale qualité, et aussi le principal défaut du film. Il a pris le parti d'expliquer l'origine de la chose, et de raconter ce qui s'est passé dans le camp des Norvégiens. C'est une qualité parce que ça donne au film une raison d'être, mais c'est casse-gueule, parce que raconter les origines, ça peut casser le mythe du film original, voire même être rejeté par les fans si c'est mal raconté. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce film. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça qui est loupé, parce que le film veut aussi nous montrer à quoi ressemble la chose à la base. Mais c'est raté de A à P. Mais on dit de A à Z. Non, là c'est de A à P, parce que les mecs étaient tellement des branquignoles qu'ils ont même pas été capables d'aller au bout de l'alphabet. La chose d'origine n'est jamais filmée dans son ensemble. On voit des pattes, un ventre, des griffes, des mandibules, mais rien de concret. Et ce qui est fou, c'est que l'idée de base du scénario pour l'origine de la chose était pas mal. Kate explorait le vaisseau et découvrait que ses occupants étaient un genre de scientifiques collectionneurs de créatures qui étaient malheureusement tombés sur la chose et s'étaient fait attaquer. Et on devait en voir un dans une des séquences qui a été tournée, mais jamais ajouté au montage final. Et c'est très con, parce que ça aurait pu apporter quelque chose en plus au film et aux origines de la chose. Mais il n'y a pas que du mauvais dans ce film, contrairement à ce que dit le monde entier. Déjà parce qu'il est raccord avec le film de Carpenter. Le réal et les scénaristes ont regardé les passages où Macready et Copper font le tour du camp norvégien en boucle, histoire d'en capturer les moindres détails et leur donner une origine. Et mine de rien, ils ont inventé une histoire à partir des décors d'une scène qui dure 4 minutes dans l'autre film. Il y a une hache dans un mur, on met une hache dans un mur. Il y a des trous dans les baraquements, et ben on donne une raison au fait qu'il y ait des trous dans les baraquements. Par contre, il y a un truc qui est pas raccord. Dans le film de Carpenter, le groupe regarde des enregistrements où on voit les Norvégiens faire sauter la glace pour révéler le vaisseau. Sauf qu'on ne voit pas cette scène dans le préquel. Et le vaisseau est révélé autrement à la fin du film. Mais à part ça, c'est raccord. D'ailleurs, il y a 2 scènes coupées qui auraient dû, à mon sens, être gardées. La première se passe après la chute de l'hélicoptère. On voit Colin essayer d'appeler l'avant-poste américain 31 qui se trouve être celui du film de Carpenter. Et la seconde est une autre scène avec Colin qui se suicide avec un rasoir pour échapper à la chose. Et du coup, c'est lui qui est trouvé par Copper et Macready. À part ça, le film est un film d'horreur banal qui évite, à mon sens, pas mal d'écueils du genre. Par contre, il y a quand même quelques facilités d'écriture. Alors je dois avouer qu'il y a un stéréotype qui me saoule un petit peu. C'est que à la base c'est censé être un camp où il y a que des Norvégiens. Mais ils peuvent pas s'empêcher d'amener des Américains pour sauver la situation. Par contre, faire du rôle principal un rôle féminin, c'est plutôt intéressant. C'est l'exact opposé du film de Carpenter qui avait un casting exclusivement masculin. Et le personnage de Kate a un petit côté Ellen Ripley qui passe plutôt bien. Dans un autre registre, le film est intéressant à voir une deuxième fois parce qu'il y a des petits détails qui trahissent la chose. Par exemple, le fait qu'Edvard essaye en permanence de monter tout le monde les uns contre les autres et essaye par tous les moyens de partir de la station. Je pense qu'à partir de là, c'est une chose. Donc, il veut partir pour infecter d'autres stations. Par contre, dans ce qui déconne, il faut aussi parler du comportement de la chose. Dans le premier film, on nous fait comprendre qu'elle se cache et qu'elle attend pour frapper. Elle est sournoise et se montre le moins possible. Dans le préquel, elle se montre souvent quand c'est pas nécessaire. Dans l'hélicoptère, quel intérêt? Elle est sur le point de s'enfuir. Pareil dans la salle commune, quel intérêt? Déjà c'est plein de monde et en plus il y a un lance-flamme. Au final, j'ai dit qu'elle agissait de la même manière d'un film sur l'autre, mais c'est pas tout à fait vrai. Et c'est justement ce qui fait que c'est incohérent par rapport au film de Carpenter. Bon, on a assez parlé du scénario comme ça. Le film a été mal reçu autant par la critique que par les spectateurs. Mais est-ce qu'il a marché? Non. Voilà, on va passer à la musique maintenant. Non, plus sérieusement, pour un budget qui va de 31 à 38 millions de dollars, d'ailleurs je sais pas pourquoi il y a autant de différences suivant les sources, le film en a rapporté 31 dans le monde. Le film ne s'est même pas remboursé. Et le pire, c'est que c'est juste le budget de production. Après, il faut rajouter le budget publicité.
$35 millions de budget pour un film d'horreur, c'est pas mal, mais pour un film tout court, c'est peu, surtout en 2011. Le film a été tourné dans 3 endroits différents. Les plans de la caverne où se trouve le vaisseau spatial ont été tournés en Colombie-Britannique, tous les plans en extérieur ont été tournés sur un terrain de Toronto, et d'ailleurs le camp a été entièrement construit pour le film, et le reste a été tourné dans les studios de Pinewood à Toronto. Pour le design de la chose et les diverses transformations, l'équipe a fait appel au studio ADI. On a déjà parlé de leur travail sur Tremors et Alien vs Predator, et un jour ou l'autre on parlera de Starship Troopers. La chose étant un film référence pour eux, ils ont pris plaisir à créer des concepts effrayants pour le film. Une comparaison entre la chose originelle et les pilotes du vaisseau est d'ailleurs intéressante à faire. Les designs parlent pour eux-mêmes. Le pilote est une créature aux formes rondes, douces, qui semble gentille, même si elle est curieusement foutue. En même temps, c'est un extraterrestre. Il peut ressembler à tout et à n'importe quoi. Quant à la chose, on voit bien que c'est une menace. Il y a des arêtes tranchantes partout, des griffes, des lames, des dents. Elle est équipée pour tuer et en plus, elle a vraiment une sale gueule. Mais le plus intéressant, c'est le design des transformations. Les transformations aberrantes d'un corps humain, peu importe le film, c'est toujours dérangeant et impressionnant. Et dans le cas présent, ça déroge pas à la règle. Un corps qui s'ouvre en deux, des corps qui fusionnent, des mains avec des pattes et une bouche pleine de dents, tout ça, c'est vraiment pas ragoûtant et ça participe au côté effrayant du film. Parce que en plus de pas savoir qui est quoi, on appréhende de voir en quoi ça va se transformer. Mais plus le temps passe, et plus je trouve que les transformations ne vont pas assez loin. Que ce soit dans le premier film, ou même dans les comics sortis dans les années 90, les transformations de la chose sont toutes plus bizarres les unes que les autres, et repoussent les frontières de l'imagination. Dans le film, elles sont un petit peu limitées, mais elles restent efficaces et sympas. Niveau animatronique, ADI a fabriqué des choses incroyables. La chose originelle était un costume porté par Tom Woodruff, dont les pattes et la tête étaient articulées par des systèmes mécaniques. Pour la version qui a en partie assimilé Henrik et qui est brûlée, il s'agissait d'une sculpture faite à l'échelle, et à l'intérieur de laquelle il y avait des organes et un corps humain tout beau tout neuf. Le corps de Griggs, qui s'ouvre en deux, était un moulage porté par Tom Woodruff et articulé pour que la tête et le corps s'ouvrent comme une mâchoire. Ils ont aussi fabriqué la chose Edward, un animatronique dont les membres ont été rajoutés en images de synthèse en post-production, et qui pouvait allonger le cou pour se coller à l'acteur qui était en dessous. D'ailleurs, ils en ont fait une deuxième version, où Adam est fusionné avec, et l'animation et le rendu des deux corps fusionnés est incroyablement réaliste. Et pour vous dire à quel point les animatroniques étaient vraiment réalistes, c'est que l'acteur qui joue Adam a carrément quitté le plateau quand il a vu son double en animatronique. La scène de la transformation de Juliette mêle plusieurs techniques. D'abord, un système déchirait le t-shirt de l'actrice, laissant apparaître une zone verte pour l'incrustation numérique. Ensuite, elle bascule en arrière et son corps est en image de synthèse. Et c'est ensuite une cascadeuse avec une combinaison de choses qui a pris le relais. Et bien sûr, n'oublions pas la main d'Edward qui attaque le pauvre Jonas. Il y avait d'abord la main toute seule, avec laquelle l'acteur s'est bien marré, et ensuite, il y a eu plusieurs heures de maquillage pour le moment où la main et le visage de Jonas sont déjà dans un état avancé de fusion. En bref, les effets pratiques du film sont fantastiques. Mais vous savez, parfois, la vie aime bien prendre une planche de chêne avec des échardes et vous en mettre un grand coup dans les roubignoles. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. Parce que après une projection test qui a été faite devant les producteurs, il a été décidé que tous les effets pratiques allaient être recouverts par des effets numériques. Excusez-moi, je suis Flo du futur et je viens en paix. Je viens juste vous expliquer que le Flo du passé a fait une petite connerie en fait. Il s'est pas vraiment bien renseigné parce que les producteurs ont pas juste voulu mettre des effets numériques sur les effets pratiques. Ils les ont carrément enlevés pour les remplacer par des effets numériques. Et c'est un peu con quand on pense que ce sont les producteurs qui ont produit l'Armée des Morts. Et que l'Armée des Morts c'était un bon film. Qu'est-ce qu'a merdé avec The Thing ? Je sais pas. Et c'est dommage, parce que même s'ils vieillissent, les effets physiques de The Thing étaient incroyables, et surtout très inventifs. Et c'est ce qui fait encore la réputation du film aujourd'hui. ADI semblait prendre le même chemin, mais avec les effets spéciaux, les créatures sont un petit peu trop lisses, un petit peu trop propres. Dans le film de Carpenter, les transformations suintaient, ça dégoulinait de sang et de liquide de toutes les couleurs. Alors que là, il y a à peine du sang, c'est trop propre. À l'instar du règne du feu, la chose la plus dangereuse sur le plateau, c'était pas la créature, c'était le feu. Mais le tournage était géré de manière ultra sécurisée.
Les lance-flammes étaient télécommandés par un système infrarouge qui permettait de réguler le débit des flammes et de les arrêter à n'importe quel moment. En fait, les acteurs en avaient absolument pas le contrôle. En guise de protection, il y avait un rideau d'air qui empêchait les flammes de passer au-delà d'une certaine limite. Et pour la scène où la chose Juliette est brûlée, une cascadeuse, sécurisée par les pompiers de Vancouver, portait un costume qui pesait une vingtaine de kilos, sous lequel il y avait 3 couches de vêtements protecteurs, dont 2 humides et un bibet de gel ininflammable spécialement conçu pour les costumes, et pour protéger ses yeux et faire en sorte qu'elle puisse voir, il y avait du Pyrex à l'intérieur de sa cagoule. La musique du film de 82 était un sinistre mélange entre les partitions de synthé de John Carpenter et les morceaux orchestraux d'Ennio Morricone. Autant dire que c'est pas simple de passer derrière eux. Et c'est Marco Beltrami qui a eu la responsabilité de leur succéder. J'avais déjà parlé de son travail sur Mimic, mais on le verra beaucoup de fois dans les prochaines années, puisque des bandes originales de films de monstres, il en a fait un sacré paquet. Il a fait un chouette boulot sur The Thing, et si on laisse de côté les partitions d'atmosphère qui rajoutent du suspense aux scènes tendues, le film a 3 thèmes. Le premier m'évoque ce qu'on doit ressentir quand on est seul au bout du monde. Seul, mais serein et calme. Le deuxième thème est plus dramatique. C'est un monde calme et serein, mais aussi mortel et silencieux. Et lorsque le groupe vole vers la base, le thème est fort et inéluctable. Dans Jurassic Park, l'hélico qui vole à travers l'île, c'est accompagné d'une musique épique, ça sent l'aventure. Dans The Thing, c'est pas vers l'aventure qu'ils vont, mais vers le danger et la mort. Et justement, le danger et la mort ont aussi un thème, celui de la chose. Dans le film de Carpenter, la chose avait ce thème. Beltrami le reprend discrètement par moments et on l'entend très clairement à la fin quand le pont entre les deux films se crée. Mais il lui a trouvé un autre thème qui représente bien ce qu'elle est, un thème discret mais toujours présent. Ça évoque quelque chose qui se cache, qui s'immisce petit à petit et qui pourrait être dans n'importe qui. Mais lorsque la chose Edward fusionne avec Adam, elle ne se cache plus, et le thème fait de même, puisqu'on l'entend très nettement et il est aussi effrayant que la scène qui nous montre de quoi la chose est capable. Effrayant et fascinant. Pour la mise en scène, voyons déjà ce qui va pas. Les jumpscares. Il y en a pas énormément, mais ils sont symptomatiques de ce que je vois comme de la triche dans le cinéma d'horreur aujourd'hui. C'est pas toujours ce qui se passe qui est effrayant, mais c'est simplement le fait que ça hurle et que ça prend au dépourvu. La technique employée est bâtarde. Un personnage s'approche de quelque chose ou attend quelque part, la musique baisse et tout d'un coup... Pour moi, c'est de la triche parce que c'est pas la situation qui est effrayante, c'est le fait que ça vous saute à la gueule et que ça hurle. En revanche, ce que je trouve appréciable et qui participe beaucoup à la méfiance que le spectateur peut avoir pour certains membres du groupe, c'est les échanges de regards. Bien sûr, certains sont employés pour tromper le spectateur, mais d'autres laissent sceptiques. La barrière de la langue est intéressante aussi. Le fait que la majorité des personnages parlent norvégien entre eux permet de créer une barrière avec les autres et renforce la suspicion que les uns ont pour les autres. Et si on ajoute à ça de grandes étendues immaculées qui montrent qu'on est loin de tout, dans un monde hostile, et enfermé avec une bestiole qui peut se cacher dans n'importe qui, ça fout la pétoche. D'ailleurs, beaucoup de gens ont reproché au film de ne pas être aussi flippant et tendu que celui de Carpenter, mais je suis pas d'accord. À partir du moment où les deux groupes sont formés avec le test des plombages, ça commence à devenir bien tendu. On ne sait pas qui est quoi. Le réalisateur et les producteurs voulaient engager des acteurs norvégiens pour le film. Ce qui est déjà logique, puisqu'ils sont censés jouer des Norvégiens, et en plus ça apporte un peu plus de crédibilité au film. Mais au final, le casting est super éclectique. Il y a de tout. Il y a des Américains, des Britanniques, des Canadiens, un Australien, des Danois, des Norvégiens, il y a de tout. Le rôle principal est tenu par Mary Elizabeth Winstead, qui a commencé sa carrière en jouant dans des petites séries et des téléfilms, puis a démarré dans le cinéma avec The Ring 2, le remake de Black Christmas. On parlera d'ailleurs du film original dans un spécial slasher. Elle a aussi joué dans Boulevard de la Mort, a été la fille de John McClane dans Die Hard 4 et 5. Elle était Ramona, l'amour de Scott Pilgrim dans le film du même nom, qui est d'ailleurs génial. On la reverra dans Abraham Lincoln, chasseur de vampires, même si je suis pas vraiment chaud pour le faire. 10 Cloverfield Lane, et dernièrement, elle a joué dans Gemini Man et Birds of Prey.
Joel Edgerton a enchaîné les rôles dans des séries jusqu'à ce qu'il joue en 2002 dans Star Wars épisode 2, L'attaque des clones, où il joue Owen Lars, l'oncle de Luke Skywalker, rôle qu'il a repris dans le 3e film et qu'il reprendra dans la série sur Obi-Wan Kenobi. Il a joué dans des films comme Le Roi Arthur, Warrior, avec Tom Hardy, que je vous recommande chaudement, Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Exodus, Strictly Criminal ou encore Red Sparrow. Adewale Akinoy Agbaje, je suis vraiment désolé pour la prononciation, est apparu au début de sa carrière dans des films comme Congo, qu'on aura l'occasion de revoir, ou Ace Ventura en Afrique, mais c'est vraiment à partir du Retour de la momie de Stephen Sommers qu'il a commencé à apparaître dans des films de grandes envergures. Il a ensuite joué dans La mémoire dans la peau, G.I. Joe, Le réveil du cobra, qui est complètement pourri, Thor, Le monde des ténèbres, et il a été le triste Killer Croc dans Suicide Squad, sorti en 2016. Côté série, il a joué dans Oz, Lost et Game of Thrones. Et c'est vraiment dommage que la chaîne ne parle pas de comics. Parce que je peux vous assurer que sur le Killer Croc de 2016, j'aurais un paquet de trucs à dire. Eric Christian Olsen est un acteur américain d'origine norvégienne qu'on a pu voir dans des séries comme Urgence, Smallville, 24 heures chrono et surtout NCIS Los Angeles. Côté cinéma, il a démarré avec Pearl Harbor, Sex Academy, et comme j'ai pas vu le reste de sa filmo, du coup je peux pas vraiment dire quel film est notable ou non, donc je vais m'arrêter là. Jonathan Lloyd Walker n'est pas un acteur de grande envergure, mais il a une gueule qui s'oublie pas. C'est un second rôle qu'on a pu voir dans Land of the Dead, dans la série Transpersonnage, et dans Shooter avec Mark Wahlberg et Danny Glover. L'acteur Ulrich Thompson, on a eu l'occasion de le voir dans Le Monde ne suffit pas, dans Kingdom of Heaven ou encore Hitman. Et côté série, il a joué dans Banshee ou encore Blacklist. Quant au reste du casting, il est soit inconnu, puisque norvégien, ou alors il n'y a rien à dire dessus. Sauf pour lui, Christopher Ifriu. Franchement, désolé pour la prononciation. Bien sûr, on le connaît grâce à Game of Thrones, mais il a aussi joué dans After Earth avec Smith, père et fils. Il a aussi joué dans Justice League de 2017, dans Fast and Furious 8 et aussi dans la saison 2 de The Witcher. En conclusion, je dirais que The Thing était une fausse bonne idée. Après, je vais pas mentir, je prends du plaisir à le regarder parce que il y a quand même des bons éléments dedans. Et puis même, c'est toujours cool de retrouver un monstre que t'aimes bien. Mais pour être franc, si le film n'avait pas existé, ça n'aurait rien changé. Parce que le film de Carpenter se suffit à lui-même. N'empêche, t'imagines si ce genre de choses existait, voir des gens se transformer comme ça serait horrible. Oh, tu sais, au cinéma, des transformations horribles, il y en a plein. Hein. Tu sais, il y en a où ils te poussent de la laine et des sabots. Hein. C'est pas génial non plus.